Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 01 Drive, 01 TV qui vous propose tous les mois votre rendez-vous dédié aux mobilités, aux nouvelles mobilités. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Oui, 01 Drive, c'est l'émission des volants et des guidons. Voici le sommaire. Tout d'abord, la voiture électrique qui intéresse de plus en plus les Français. Et la voiture électrique, c'est un peu comme le smartphone en termes d'innovation, nous dira notre invité. Emmanuel Torregano et Dimitri Charity seront là. Dimitri qui nous parlera de l'essai du mois. C'est la Volkswagen ID.3, la première électrique, on va dire sérieuse de Volkswagen, qui vient concurrencer la Golf. Côté vélo, François, on va revenir sur cette marque hollandaise très innovante, Van Moof, nouvelle référence des vélos électriques. L'un de ses représentants sera notre invité. Et puis, comment rendre tous les vélos intelligents, Jérôme ? Eh bien, une start-up Seattle, il s'agit de e-Bike Labs. Son fondateur sera avec nous. C'est bien que les vélos, au moins, soient intelligents. Oui, c'est vrai, ça fait déjà ça de gagner. Merci d'être là, bienvenue dans 01 Drive. Et merci d'être là donc sur 01 TV sur les box, Freebox, Box SFR Orange et sur le satellite Fransat. Et puis aussi sur la chaîne YouTube de 01 TV sur 01nettv.com. Hashtag 01 Drive si vous voulez réagir au contenu de ces émissions sur Twitter. Voilà, 01 Drive, vous savez, c'est mensuel. Donc chaque mois, on se retrouve pour faire le point sur les grands dossiers, sur les actus liés à toutes les mobilités. Nous, on est aussi bien voiture, vélo, électrique, à pile ou à pédale. Tout nous intéresse du moment qu'il y a de l'innovation technologique dedans. On va passer à notre dossier du mois, François. On va s'intéresser en profondeur à l'électrique. Et on en parle avec nos deux invités. C'est parti, c'est en route. Nos invités, tout d'abord, c'est Emmanuel Torregano. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel, qui est le fondateur d'Electronlibre.info, un excellent média d'actualité sur l'économie, sur la tech. Il faut s'abonner, hein, Emmanuel, pour que ça fonctionne. Oui, alors, même toi-même, tu es passionné par les nouvelles technologies et par l'électrique. Mon petit doigt me dit que tu es possesseur d'une belle voiture aussi électrique. On ne va pas rentrer dans les détails pour pas que le percepteur te tombe dessus. Voilà, on n'ira pas plus loin. Et puis Dimitri Charity, c'est là aussi. Bonjour Dimitri. Bonjour monsieur. Salut Dimitri de la rédaction de 01net qui chaque mois vient nous éclairer de sa science, qui tout à l'heure nous présentera son test du mois. C'est la nouvelle Volkswagen, l'ID.3. On a hâte. Alors sur Electron Libre, Emmanuel, évidemment tu évoques ce marché, cette tendance de la voiture électrique. Pour toi, tu fais le parallèle souvent entre la voiture électrique et le smartphone. Pourquoi ça ? Eh bien, si en fait on regarde les deux marchés, la manière dont ils ont émergé, le type de produit, les entreprises qui le mènent, d'un côté, ça a été Apple plus une grande partie des fabricants asiatiques. Aujourd'hui, avec les voitures, on voit arriver Tesla notamment, pour ne pas les citer tout à l'heure, et certainement aussi une grande partie des constructeurs traditionnels, on le voit avec Volkswagen, mais aussi à d'autres qui arrivent plus de l'Est. On a en effet des similitudes très intéressantes sur pas mal de critères. Le premier, à mon avis, qui est à peu près évident pour tout le monde, c'est que à la fois le smartphone et l'iPhone ont changé la manière dont on voyait les téléphones en l'uniformisant. C'est-à-dire, tout le monde s'est mis à faire à peu près des form facteurs ou des clones de smartphones ou d'iPhone, on va dire. Il y a des standards maintenant avec les widgets, standards sont très simples avec l'écran tactile et toutes ces choses-là. Et on retrouve petit à petit le même genre de processus dans la voiture. Donc, c'est-à-dire on part de tout un tas de modèles thermiques relativement différents, même s'il y a une homogénéité sur le SUV, et on voit arriver un modèle standard, une sorte de principe qui va s'étaler chez tous les autres fabricants. Et ce modèle standard, il est assez simple. Aujourd'hui, c'est la Tesla 3. C'est la Tesla qui sert de référence. Qui petit à petit est en train d'installer, il ne sert pas encore de référence parce qu'il y a évidemment une concurrence assez forte et tout le monde veut jouer sa carte. Et donc par exemple Volkswagen ou d'autres, ou Renault par exemple, ont pris des chemins légèrement différents. Moi ce que je montre petit à petit, c'est qu'en réalité, vouloir aller contre ce modèle-là, vouloir aller contre ce standard technologique que présente Tesla sur une voiture électrique, c'est aller dans le mur. De la même manière que des Nokia
Motorola ou d'autres sont allés dans le mur face à l'iPhone en se disant je vais présenter quelque chose que je sais faire relativement bien, c'est-à-dire une adaptation de mon téléphone d'avant à ce qu'est aujourd'hui l'iPhone. De la même manière, je peux être Renault, Volkswagen, Peugeot, Citroën, BMW, Mercedes aussi, et Austin Mini par exemple aussi, et faire une adaptation de ce que je sais déjà faire dans l'électrique pour aller concurrencer Tesla. Et en fait, si on fait une similitude historique, parce qu'en effet, il y a plein de points sur lesquels ça se ressemble. Ça s'appelle aller dans le mur. C'est devenir Nokia dans 5 ans. Et c'est très important, évidemment, puisque on parle de l'industrie automobile, en gros européenne, qui est dominante largement, en grande partie, en tout cas sur son continent. Mais même, par exemple, des gens comme Toyota aujourd'hui n'ont pas répondu avec les mêmes standards et avec la même puissance qu'un Tesla le fait aujourd'hui sur ses automobiles. Emmanuel, la confrontation entre les anciens, les historiques de l'automobile, et ce nouvel acteur qui a repensé totalement l'auto. On le voit, par exemple, la Tesla, c'est une voiture qui se met à jour. Je ne suis pas là pour faire de la publicité sur Tesla Non. Mais c'est simplement expliquer en quoi il n'y a pas la même philosophie. Voilà, l'archétype est différent. L'archétype de la voiture, si vous conduisez un jour une Tesla, faites un test, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas la même chose de la même manière que si vous essayez une Ferrari, vous dites que ce n'est pas tout à fait la même chose que, je ne sais pas moi, mon SUV. Oui, évidemment, mais ça reste une thermique, ça reste la même famille. Si vous utilisez une Tesla ou une voiture électrique conçue sur ce type de standard-là, c'est vraiment pas la même chose. C'est pas le même genre de véhicule. On n'est même peut-être pas exactement dans ce qu'on appelait avant une voiture. C'est pour ça qu'on préfère parler de nouvelles mobilités quand on parle de voiture électrique. Différent. En quoi c'est tellement différent ? Faut l'essayer. C'est à la fois un feeling et à la fois tout un tas de technologies autour qui font que c'est très différent. Le premier que tout le monde dit, mais parce que c'est vrai, c'est l'incroyable performance à l'accélération qu'a cette voiture. Et ça n'accélère pas comme vous accélérez avec, par exemple, une grosse Audi ou une grosse BMW. Ça ne tremble pas. Tous les véhicules électriques maintenant sont... C'est vrai que le couple du moteur électrique est plus performant que le couple du moteur électrique est plus performant, mais vu qu'il n'y a pas de boîte de vitesse à l'intérieur, vous l'avez tout le temps. Sauf si vous achetez, par exemple, une Taycan qui vaut beaucoup plus cher. Mais en termes de performance, on a quelque chose de très nouveau vis-à-vis de cette accélération-là. C'est tout à fait étonnant. La deuxième chose, c'est évidemment, quand vous achetez une voiture normale aujourd'hui, vous avez, vous le savez, tout un tas de traites que vous allez payer le long de la vie de cette voiture, qui sont les changements les liquides à l'intérieur, des filtres, de toutes ces choses-là, de l'usure de la boîte de vitesse, de l'usure de telle ou telle chose, qui font que finalement vous payez à chaque fois un peu. D'ailleurs, c'est assez bien fait. Ils vous disent quand vous vendez une voiture, que vous avez des étapes à faire. Avec ces voitures électriques-là, ça commence à disparaître cette affaire, voire même ça disparaît pratiquement complètement. Donc vous n'avez plus non plus la même approche. Différent des autres, parce que ça, c'est ce qu'on va retrouver chez tous les fabricants de voitures électriques. Mais c'est ça qui est très étonnant, c'est-à-dire que oui, c'est vrai que tout ça, c'est ce qu'on va retrouver chez tous les autres voitures électriques, mais c'est eux qui sont en train de placer les standards au niveau où il faut qu'ils soient, c'est-à-dire en termes de conduite, en termes de robustesse, en termes de pérennité de la batterie, c'est-à-dire 8-10 ans. Ce sont des cycles qui sont très importants pour avoir une batterie qui va résister, voire même plus, puisque là, sur le Battery Day, ils ont annoncé des batteries qui sont encore plus résistantes avec encore plus de puissance à l'intérieur. Donc, vous avez en effet cet archétype de la voiture électrique qui est en train d'arriver avec tout un tas de choses qu'on va éliminer petit à petit qui étaient celles de la voiture thermique. Et même moi, je vais plus loin. Je pense que la voiture thermique, c'est certainement, ça a été un grand progrès, puisque ça a permis à tout le monde pratiquement de pouvoir se déplacer. C'est un synonyme de liberté qu'on a l'habitude de dire. Mais en réalité, la voiture électrique aurait été peut-être mieux si on avait développé plus tôt et plus fortement, puisque ça a été le grand problème, les batteries. Si on avait beaucoup plus investi dans la chimie des batteries beaucoup plus tôt, on aurait aujourd'hui plus de voitures électriques. Et on aurait certainement tout un tas de problèmes dits écologiques vis-à-vis des voitures thermiques qui ne se poseraient plus de la même manière. Je ne dis pas que la voiture électrique résout les problèmes écologiques, puisqu'on le sait bien, ça dépend de la manière dont vous produisez l'électricité. Bien sûr. En grande partie, on déporte les problèmes. Le recyclage, etc. Plus le recyclage et toutes ces choses-là, même si on fait encore beaucoup de progrès aujourd'hui avec l'abandon de certains matériaux problématiques comme le cobalt ou des choses comme ça qui sont en train d'être abandonnés petit à petit. Mais donc, en fait, si vous mettez en place l'ensemble de ces composantes qui forment aujourd'hui ce qu'est la voiture électrique et ce qui est aujourd'hui le top de cette voiture-là, c'est-à-dire cette marque californienne, pour ne pas la citer, même s'il y a des concurrents intéressants, je parlais d'Ataycan, qui était un concurrent intéressant, évidemment, ou dernièrement Volkswagen, avec l'ID3 ou ID4, qui sont certainement des concurrents très intéressants. Mais
Si vous regardez la manière dont c'est construit et la manière dont l'archétype est en train de se faire, c'est là que ça se passe. Dimitri, d'accord avec Est-ce que tu cette réflexion ou pas? partages J'aime beaucoup l'approche entre les deux. En fait, après, pour réagir là-dessus, je dirais que ce qui se passe, qui est vraiment assez semblable avec justement le parallèle avec le smartphone, c'est que Tesla, que tu ne voulais pas citer, en fait, donne la priorité au software sur le matériel. Et c'est à peu près la position qu'a eu Apple pendant un moment, c'est-à-dire de dire le software, c'est au moins aussi important que le matériel, si ce n'est plus. Et la différence que certains constructeurs automobiles classiques ont saisi et qui sont en train d'intégrer, c'est de se dire il n'y a pas que le matériel et on peut aussi communiquer, faire évoluer et travailler réellement sur le software. Et là, tous les constructeurs ne sont pas tout à fait dans la même approche. Certains ont évidemment suivi l'exemple de Tesla et travaillent concrètement sur leur software, le font évoluer, font que les performances de la voiture suivent aussi, qu'une voiture achetée à un instant T va vieillir beaucoup mieux qu'une voiture purement axée matériel et qui va simplement vieillir. Donc ça, oui, ça a été... C'est une révolution pour les constructeurs parce qu'ils ont plus d'ingénieurs spécialisés dans les carburateurs que des développeurs informatiques en général. Bien sûr. C'est tout le problème de cette industrie, c'est que pour parler de façon elle est axée sur le thermique. Elle a un problème, c'est qu'en effet, elle avait toujours recruté depuis 70 ans ou 80 ans des gens qui, comme tu dis, étaient des spécialistes du carburateur ou du design de la soupape et de toutes ces choses-là. Eh bien, tous ces gens-là, on n'en a plus besoin. Donc, comment on fait ? Et c'est une autre raison pour laquelle je pense que le modèle Tesla, tel qu'il est présenté, il est plus large que simplement la suprématie du software. C'est aussi le réseau de recharge, c'est aussi les gigafactories, c'est tous ces éléments-là mis les uns après les autres. C'est pas simplement une voiture. C'est un écosystème complet. C'est un écosystème complet. Une vision. Et de la même manière que l'iPhone, je le cite encore une fois, mais c'est vrai, l'iPhone est arrivé avec un écosystème complet. Et même s'il a été au début un peu difficile à mettre en place, on se rappelle que l'App Store, au début, il n'était pas forcément voulu. Et puis, petit à petit, Apple s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et puis, ils ont agrandi petit à petit avec le cloud, avec toutes ces choses-là. Et la Tesla, c'est la même chose. Elle ne peut pas arriver en étant simplement une voiture électrique. Elle est aussi une gigafactory, donc un modèle de fabrication complètement nouveau et intégré, mais elle est aussi un système de recharge, les superchargeurs. Et il faut faire ces trois-là pour être concurrent de cette marque. Qui est capable aujourd'hui de faire ces trois-là parmi les constructeurs classiques? Très franchement, je pense qu'il n'y en a aucun. Pourtant, c'est le cas. Pourtant, ils sont en train de le faire. Mais je pense qu'il n'y en a aucun. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en effet, il faut faire un chiffre très important de compétences. Et que ce shift de compétences se fait en même temps que former les gens à la compétence. Il y avait un point très intéressant lors du Battery Day dernièrement de Tesla. Il y a eu un moment où, de façon totalement surprenante, Elon Musk et l'autre qui était avec lui ont commencé à lancer une espèce d'appel en disant « Vous vous y connaissez en batterie, en chimie, venez travailler pour nous ». Comment ça se fait? Pourquoi ils font ça? Parce que on voit les images du Battery Day. C'était une opération de recrutement. C'était à la fois une opération de recrutement pour dire mais il nous manque cette compétence-là. Vous imaginez l'ensemble des constructeurs aujourd'hui, et c'est beaucoup de monde, qui se dit mais moi aussi j'ai ce problème-là. Qui je vais aller chercher pour faire de la chimie de batterie très compliquée? Enfin, en tout cas, on commence à rentrer dans des schémas très compliqués pour la batterie. Essentiellement, c'est en Asie que ça se passe. C'est LG Chemical, c'est Panasonic, c'est Cattle, ceux qui ont les brevets sur la batterie Free Cobalt ou plus ou moins Free Cobalt. Donc sans cobalt, très intéressant, moins de poids, moins cher, plus facilement recyclable et ainsi de suite. Ces gens-là, ça se trouve en Asie et il faut des ingénieurs pour faire ça. Mais il faut aussi des ingénieurs pour faire les softwares, comme tu dis. Mais il faut en passer par peut-être beaucoup plus de temps. Ce que disait Steve Jobs quand il a lancé l'iPhone, j'ai 5 ans d'avance. J'ai 5 ans d'avance, sauf si on me copie, ce qu'a fait Android, mais c'est une autre question. J'ai 5 ans d'avance. Aujourd'hui, Musk, avec sa batterie, son réseau de recharge et les gens qui travaillent sur le software, a également entre 3 et 5 ans. Encore là, il y a une similarité forte. Donc, alors, la batterie justement, si on en parlait un peu, cet événement Battery Day qui a eu lieu il y a 10 jours, grande fiesta consacrée à la batterie, orchestrée par Elon Musk. Qu'est-ce qu'il en ressort, Dimitri ? C'est un événement un peu particulier. En fait, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un événement qui est d'abord destiné aux investisseurs. Alors, tout le monde l'a regardé, ça a été beaucoup repris sur la toile parce que ça reste Tesla et quand Tesla communique, on en revient au parallèle. C'est comme quand Apple communique, ça nous intéresse. Mais dans les faits, ça reste un événement investisseur. C'est du spectacle aussi, Tesla. Oui, bien sûr. C'est ça aussi qui est étonnant. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait... un parallèle. Et ce qu'il faut voir, c'est que là, pour cet événement-là, Elon Musk, en gros, a donné l'avenir de Tesla sur les batteries
à plus ou moins 5 ans. Et l'avenir de Tesla sur les batteries, sur cette échéance-là, c'est de produire de nouvelles batteries, c'est ce que tu disais, de plus grande capacité. Enfin, alors déjà, de penser une nouvelle technologie de batterie qui est plus efficiente et surtout, et là c'est très important, de la produire chez Tesla. C'est-à-dire de ne plus faire appel à Cattle, à LG, à Chemicals et donc du coup de produire ça en interne, de réduire encore plus les coûts de production et qu'au final, tout ça donne à terme, on l'espère, une Tesla plus abordable pour le consommateur. Donc ça, c'est la très grosse annonce. Après, Mais c'est possible, excuse-moi Dimitri, je te coupe, est-ce qu'on peut faire une batterie moins chère, plus écologique, plus performante et qui se recharge plus vite? Aujourd'hui, on connaît les limites des batteries au lithium, on connaît leurs points faibles, on connaît, on va dire aussi, leurs torts écologiques et on peut travailler sur ces points-là. Et ce qui a été démontré, enfin ce qui a été annoncé, parce qu'évidemment, il y a une différence entre l'annonce qui a lieu là et les résultats qui sont au minimum dans 5 ans. Je dis bien au minimum parce que c'est 2022 les premières sorties d'usine Tesla, mais concrètement, dans la rue, ça va être 2025 au plus tôt. En tout cas, sur le papier, c'est crédible. L'annonce de la nouvelle batterie, de la nouvelle cellule, elle est crédible. Le procédé qui va être mis en place pour remplacer le cobalt, il est crédible. Donc, pourquoi pas ? Après, c'est pas bien sûr une question d'investissement, c'est aussi une question de compétences. C'est pas pour rien que c'était aussi un épisode de recrutement de nouveaux ingénieurs. Ils veulent vraiment des compétences pour parvenir à fabriquer des batteries de manière automatique, c'est ce qu'on voit là, et des batteries ultra efficientes. Donc la batterie, c'est le nerf de la guerre. Et si on n'arrive pas à les fabriquer, par exemple nous en Europe, demain, on est mort. Alors moi, je veux pas être l'ange annonciateur de mauvaises nouvelles, mais je pense que parmi les constructeurs aujourd'hui traditionnels européens, beaucoup seront en effet soit morts, soit absorbés. Parce que c'est comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas faire le shrink, enfin ils ne peuvent pas faire la transition sans avoir des problèmes simplement de périmètre d'entreprise. Et vous savez, comme la loi est les Renault et les compliquée. PSA sont menacés à ton avis? Oui, mais BMW, Mercedes aussi. Je suis moins sûr de ça. Mais ils sont comme IBM était il y a 15 ans. Ou comme Nokia, ou comme Ericsson, et comme Microsoft. Ils n'ont pas les mêmes compétences. On ne parle pas tout à fait des mêmes marchés. Le marché de l'automobile, il est plus que centenaire. Ils sont là depuis un moment avec des moyens qui sont bien plus importants. Mais ils ne comprennent pas vers où ils vont. Mais justement, on peut aussi se dire qu'ils l'ont enfin compris. Je ne crois pas. Pourtant, là, les dernières annonces montrent des voitures qui sont enfin capable de rivaliser dans la cour de Tesla. Mercedes vient d'annoncer un concept car qui va atteindre 1200 km d'autonomie. C'est le double de la meilleure modèle S chez Tesla. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on fait des annonces de Tesla Killer, comme on a fait des annonces d'iPhone Killer. Oui. Et aujourd'hui, si je regarde le fameux le prototype de Mercedes, par exemple, c'est très intéressant, mais on ne comprend pas ce qu'il y a dedans pour qu'ils arrivent à faire ça. Et moi, la Tesla, la batterie D, c'est vrai que c'est 2025 pour, on va dire que ça tourne à fond. Mais les premières voitures qui vont arriver avec cette nouvelle batterie, qui vont arriver avec le nouvel essieu, parce qu'il a parlé aussi de la façon dont on va faire les essieux sur les voitures électriques. Et puis cette annonce aussi d'une citadine Tesla, la Model 2. La Tesla 4, ou la Model 2, on ne sait pas si c'est la Model 4 ou la Model 2, qui serait taillée pour le marché européen. C'est ça qui est intéressant. Qui serait fabriquée en Allemagne. Aujourd'hui, la Tesla 3, c'est quand même vraiment plus une voiture faite pour les grands espaces. C'est pas vraiment une fête. À Paris, c'est pas très efficace. Elle est faite pour les grandes routes, pour les gros créneaux, pour les grosses places de Paris, etc. Ça fonctionne bien. Pas chez nous. Bien pour ça. Il y en a une qui a eu un accident là, il y a quelques jours. Oui, un monsieur, malheureusement. Apparemment, c'est pas la faute de la voiture, c'est le monsieur qui était un peu âgé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tesla, vu de Californie, se rend compte qu'il a un marché énorme en Europe où il faut des plus petites voitures parce que les routes sont plus petites, je pense qu'il n'a jamais oublié ce marché-là, simplement la technologie qui lui permet d'avoir le même performance qu'on a sur d'abord la S, puis la 3, puis aujourd'hui en effet la prochaine. Pour une citadine, il ne veut pas faire une citadine au rabais, voilà, de la même manière que Apple n'a jamais vraiment travaillé à faire un iPhone au rabais. Ils ont fait des iPhones dans lesquels ils ont enlevé quelques trucs. Ça restait relativement cher pour le marché, il faut être honnête. Un SE, c'est pas donné. Voilà. Donc la prochaine Tesla,
Tesla, qui est donnée pour $25 000, peut-être, on verra. La Tesla 3 était donnée aussi pour un prix, finalement, elle a été plus chère. Donc voilà. Alors, si on suit ton raisonnement, finalement, Tesla, c'est Apple. Oui. Les autres, c'est les Nokia, Motorola de l'époque. C'est pas très sympa pour les autres. Non, Donc, pourquoi finalement, ils font autre chose les vrais concurrents de Tesla demain, c'est qui? C'est des Asiatiques. C'est Lucid Air Voilà. Ouais, c'est des Asiatiques. Moi, je ne donne pas de nom parce que je ne sais pas qui va gagner, mais quand la Chine a lancé son grand programme il faut baisser absolument les émissions de carbone dans notre parc automobile, c'est 2013, je crois, à peu près. Depuis, il y a 180 marques en Asie, en Chine exactement, qui font des véhicules électriques. Toutes sortes de véhicules électriques. Il ne s'agit pas que de faire que des voitures. Et les batteries sont fabriquées là-bas. Et en plus. les batteries, en grande règle générale, ce qu'on disait, en effet, avec les constructeurs asiatiques, c'est fait essentiellement là-bas. Tesla récupère en effet une partie de cette technologie aujourd'hui pour l'intégrer dans les Gigafactories, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était des partenariats, notamment avec Panasonic. Donc, ils vont récupérer tout ça parce qu'ils veulent, et là encore, c'est un parallèle avec Apple, qui veut faire aujourd'hui même ses microprocesseurs avec l'Apple Silicon. Tout Là, on aura des batteries Tesla. Pourquoi ils veulent ça? Parce qu'ils ne veulent pas montrer à la concurrence qu'ils vont se servir sur un marché commun de pièces. Ce qui a été, par exemple, l'erreur de l'Airbus de la batterie. L'Airbus de la batterie tel il a été annoncé, dans lequel d'ailleurs, je crois que Volkswagen a fini par se retirer, Était une sorte de était une mouvement sorte commun de européen, collective, de coopérative de la batterie dans lequel tous les constructeurs européens, mais si vous faites ça, il n'y a plus de concurrence. Ils veulent pas subir le hausse des coûts des matériaux. Et ils veulent maintenir parce ça. qu'évidemment, comme tout le monde va vers l'électrique, Bien sûr. tout le monde va se servir dans Bien le sûr. même caddie au final. Donc c'est très intéressant de voir tous ces parallèles qui sont finalement à la fois une marque qui va prendre 10%. Tesla, ça ne sera jamais, c'est pas Toyota, même s'il annonce 20 millions de véhicules en 2030, je crois, mais bon, on verra. Mais ça fera peut-être 10-15% exactement comme Apple. En revanche, moi où je vois une légère différence d'approche, c'est que Tesla ne semble pas être très intéressé par la marge sur ses véhicules. Là où Apple, vous payez quasiment une marge systématiquement où vous achetez un produit Apple, 38 à 40%, selon le modèle. Chez Tesla, vous n'avez pas vraiment ça. Aujourd'hui, c'est une société qui produit quasiment pour le prix qu'il vend. Enfin, il y a une légère marge, puisqu'ils ont fait, ça fait 4 trimestres, je crois, qu'ils font des bénéfices légers, mais ils font quelques bénéfices quand même. Ce qui est bien, ça rassure un peu tout le monde, parce que depuis 10 ans que ça existe, les analystes disaient « mais ça ne gagnera jamais d'argent, votre truc ». Pour parler vulgairement. Eh bien, ils ont montré depuis 4 trimestres, et le prochain semble être aussi positif, ils ont montré qu'ils pouvaient gagner un peu d'argent. Mais ils n'ont pas le souci de la marge comme Apple là, c'est différent. Ça, c'est pas certain. Je pense juste qu'ils ont une approche et un modèle économique différent, et on en revient toujours au software. C'est-à-dire qu'à un moment, Elon Musk l'a dit, mon software coûtera plus cher que ma voiture. C'est-à-dire que l'habitacle de la voiture aura un certain prix qui va peu varier, et le software, lui, à mesure qu'il va gagner en compétences, il va devenir de plus en plus cher. Et donc là aussi, c'est une approche très très différente. Pour rejoindre un petit peu la réflexion d'Emmanuel qui compare une Tesla à un smartphone, Tesla est le seul constructeur qui dit « je vous fais payer une mise à jour ». Ça s'est jamais vu dans le monde de l'automobile, ça. Elles ne sont pas toutes payantes, hein. Non. Il y a des gratuites. Oui, mais il y en a quelques-unes qui sont payantes. Si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires, vous les payez. D'ailleurs, elles vont être mensualisées. Enfin, en tout cas, c'est un bruit qui court. C'est-à-dire que ça va faire à peu près comme... C'est un abonnement. Voilà, un abonnement. Vous allez vous abonner. $7 000 Ouais, ça dépend du niveau auquel on a acheté sa voiture, des options qu'on a prises au départ. Et c'est aux États-Unis que ça fonctionne essentiellement comme ça. Vous avez vu cette anecdote d'un automobiliste qui a acheté une mise à jour sans s'en rendre compte. Ouais. En fait, il avait son téléphone dans sa poche, c'est le téléphone qui a passé commande apparemment, et paf, $7 000 de... Et ça Il y aura voiture, c'est toujours mise à jour. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Il y aura forcément des anecdotes comme ça régulièrement, mais c'est vrai que c'est un nouveau modèle, un nouveau marché du point de vue du software, c'est évident. Et d'ailleurs, il y a un truc très important, ils laissent pratiquement jamais personne rentrer. La plupart des fabricants ont accepté Android Car, ils ont accepté Apple Car. Tesla, pour des prétextes de sécurité, genre on ne veut pas que ça utilise telle ou telle technologie, notamment Java. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, je n'ai pas la démonstration. Autre parallèle avec Steve Jobs. Encore une fois, il y a des parallèles. Alors, mais si on va plus loin, il y a des parallèles entre Elon et Steve Jobs. C'est évident. Hein. Psychologiquement. Même psychologiquement, ils sont, comme dit un ami proche qui le connaît, il m'a dit, il est quand même assez bizarre comme garçon. En tout cas, ce sont deux personnes, on va dire un peu fous, deux personnes un peu folles, on est d'accord, tous les deux. Seuls les fous, c'est quoi la Bien pub sûr, de mais Cindy c'est aussi France? deux visionnaires qui marqueront sans aucun doute le 21e siècle. Sans Ça, aucun c'est doute. clair. Et j'ai plus de mal à penser que l'actuel président de Volkswagen marquera le millénaire. Bon,
à suivre. Hein. Merci beaucoup, Emmanuel Torregano. Si on veut en savoir plus sur ce parallèle smartphone Tesla, comment ça se passe? On a fait un gros dossier là-dessus qui est sur Electron Libre, donc il suffit d'aller sur electronlibre.info. Et je voulais juste dire aussi que en début d'année, je lance un autre site qui va s'appeler Pure EV, Pure EV, mais ça sera en anglais et en français, .info, qui va être une sorte de somme de tous les infos pratiques si vous voulez acheter un véhicule électrique. Toutes sortes de véhicules électriques. Je ne ferai pas vraiment de l'actualité, je ne vais pas tester les voitures. Enfin, en tout cas, je renverrai à des tests, notamment peut-être chez vous. Mais au moins, on aura de Dimitri, mais on aura toutes les infos pratiques si vous voulez acheter un véhicule électrique. Voilà. Sinon, pour le dossier, c'est sur electronlibre.info. Et ça sera en janvier, tu viendras nous en reparler, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel Torregano. On enchaîne tout de suite avec l'essai de la semaine. Tiens, alors, c'est pour Emmanuel, c'est peut-être la dernière voiture de Volkswagen qu'on va découvrir maintenant, c'est l'ID3. Tu peux rester avec nous, Emmanuel, pas de problème, tu es le bienvenu. Donc, pour dire du mal de Volkswagen, par exemple. Surtout pas, moi j'ai adoré les Volkswagen. Du mal ou du bien? Du mal ou du bien. En tout cas, très attendu cette ID3. Ouais, très attendu et retardée. Hein, et non, pas retardée. Elle en fait, elle devait sortir en fait en. Elle a été annoncée il y a pile un an. Elle a été annoncée il y a pile un an et puis après, voilà, ça devait arriver en même temps qu'une certaine pandémie. Et donc forcément, c'est arrivé un tout petit peu plus tard. La réalité, c'est qu'il y a d'autres soucis qu'on va évoquer un peu plus tard qui ont expliqué ce retard au lancement. Donc c'est une Golf électrique? Oui, c'est une excellente façon de la résumer. Ça a la taille d'une Golf, ça a le comportement d'une Golf. Et la différence, c'est que c'est entièrement électrique. C'est la première de voiture 100% électrique, complètement assumée par Volkswagen. Il y avait jusqu'ici une e-Golf qui était du coup une Golf un petit peu transformée. Et c'est ça qui est intéressant. Là, en fait, concrètement, c'est comme ça que Volkswagen la présente. C'est sa réponse au Dieselgate. On sait qu'ils sont à l'origine de ce grand scandale. Et c'est une des réponses. Voilà, ils essayent de reverdir leur image. Et ça fait partie du plan de com. Alors, un plan de com qui arrive seulement maintenant, mais qui est relativement concret. Un plan de com et puis surtout une stratégie. Volkswagen prévoit de mettre des dizaines de milliards, je crois, dans l'électrification de toute sa gamme. Oui, et c'est là qu'on repart sur le débat qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire que Volkswagen fait partie des constructeurs qui ont compris les enjeux actuels, en tout cas qui semblent l'avoir compris, et qui ont vraiment changé complètement leur façon de faire. C'est-à-dire que ils auraient pu continuer, comme le font certains constructeurs, en prenant une voiture qui existe en version thermique et en l'adaptant à l'électrique. Ça marche pas bien, ça. Ça dépend des voitures. Il y en a qui le font très bien et d'autres un peu moins. Là, ils sont partis d'une feuille blanche en se disant nouvelle plateforme, on change tout, on change le look. On voit que c'est pas une voiture commune et on le voit à l'extérieur, on le voit aussi à l'intérieur quand on rentre. D'ailleurs, ça peut ne pas plaire. C'est une voiture qui est un peu clivante. Honnêtement, quand on rentre dedans, on n'est pas habitué à ce genre d'habitacle. On peut ne pas accrocher. Parce que le bon côté, c'est qu'il n'y a pas de bouton. À titre personnel, je déteste quand ça clignote partout. Oui, c'est vrai. Et là, pour le coup, il y en a très peu. Vous pouvez le voir. C'est au XXe siècle, des boutons mais c'est partout. très bien. Mais moi, je trouve que les boutons, quand même, les boutons physiques, pour certaines choses, pour certains usages, c'est hyper important. Notamment pour tout ce qui est sécurité. Et là, il y a quelques touches tactiles qui sont haptiques. Donc, du coup, on a la sensation du retour. C'est très bien. Il y a encore 3 touches physiques pour baisser et lever les vitres électriques et le fameux bouton e-call qui, lui, est en cas de grave accident. Là, pour le coup, voilà, c'est obligatoire d'avoir ce bouton-là. Donc, ces 3-là ne peuvent pas bouger. Mais pour tout le reste, c'est tactile ou haptique et ça marche très, très bien. On est plutôt bien dedans. Et puis après, voilà, en termes de performance, c'est une très bonne voiture électrique. Alors voilà, on peut ne pas aimer l'intérieur. On est quand même forcé de reconnaître que ça roule très bien. C'est vrai que c'est un peu curieux ce tableau de bord un peu blanc. Surtout dans ce blanc, voilà, c'est un peu futuriste. Et voilà, c'est ce que je disais. On peut ne pas aimer. Et on peut aussi regretter. Alors là, on va reparler des soucis logiciels qui ont émaillé l'année de Volkswagen en 2020. On voit un tout petit écran. L'écran d'instrumentation, il fait à peine 5 pouces, il fait 5,3 pouces. Il est assez petit. On a l'habitude de voir des plus grands écrans, voire des triples volets. Surtout chez Tesla. Surtout, voilà. Et, l'écran, il est respectable. C'est 10 ou 12 pouces. Oui, tu parles vraiment du tableau de bord. Je parle du petit tableau de bord. Il est petit pour une simple raison. Celui de l'ami, un peu. C'est que normalement, il doit s'accompagner d'un affichage tête haute en réalité augmentée. Oui. Sauf que, souci logiciel oblige, il n'est toujours pas là. Ça arrivera via une mise à jour à partir de janvier.
mais pour le moment, c'est pas là. Tout comme la compatibilité iOS et Android. Pour le moment, on n'a pas CarPlay, on n'a pas Android Auto. d'accord. Et voilà. Enfin, Donc on a l'impression que Volkswagen sort un peu cette voiture dans la précipitation, alors qu'elle n'est pas totalement terminée au niveau du soft. Ils ont du mal alors apparemment. Et il fallait, alors comme tous les constructeurs, Volkswagen est soumis aux règles européennes qui lui imposent de vendre une grande quantité de voitures dites propres pour ne pas avoir de sacrées taxes à et payer voilà, en fin c'est ça. d'année. Et donc forcément, il fallait qu'à un moment, cette voiture arrive chez les concessionnaires. Est-ce qu'on a, malgré tout, la patte Volkswagen? Quand on rentre dans une Volkswagen, on a cette sensation d'un intérieur cossu, très bien fini, une robustesse Volkswagen qui fait l'ADN de la marque. On retrouve ça dans l'ID3? J'irais même un peu plus loin. On l'a évidemment au niveau des finitions, on l'a dans le niveau de confort et on l'a aussi en conduite. C'est pas compliqué. Si vous êtes rentré dans une Golf récente, vous aurez plus ou moins les mêmes impressions. Conduite mise à part, c'est-à-dire les sensations de l'électrique, le couple dont on parlait ou l'absence de bruit. Le reste, c'est une Golf et c'est ça qui est vraiment très bien réussi. En termes d'autonomie et de recharge, comment ils se positionnent comment Alors, il y a 3 modèles. Il y a l'ID3 ou ID3 existera en 3 modèles. On a le modèle de lancement qui est un modèle de 58 kWh et celui-ci, il fait 420 km d'autonomie. Ça, c'est l'annonce. Dans les faits, c'est exactement ça et c'est vraiment très surprenant. C'est la première fois, moi, depuis un petit moment, que je conduis une voiture électrique qui a la consommation d'une Tesla Model 3, c'est-à-dire à peu près 15 kWh dans une conduite, en gros, sur les petites départementales. Évidemment, quand on va sur l'autoroute, comme chez tout le monde, Bien ça sûr. explose. Le rendement explose, c'est pas bon. Voilà. Mais pour le reste, niveau autonomie, c'est très bien. Donc ça, c'est la première version qui sort cette année. Il y aura 2 autres versions de la voiture qui vont sortir en fin d'année prochaine, fin 2021. Donc on a une version 45 kWh, une petite, donc du coup avec un peu moins d'autonomie, et une version grande autonomie comme chez Tesla, de 77 kWh qui sera beaucoup plus cher, qui sera au prix d'une Model 3. Tiens. Et avec 77 kWh, on nous promet combien d'autonomie? Un peu plus de 550. 550 km, d'accord. Et le prix? Alors là aussi, et c'est plutôt étonnant, Volkswagen a décidé d'attaquer donc par le milieu de sa gamme et ça commence à 35 000 euros. On peut toujours regretter qu'ils n'aient pas proposé d'entrer leur version 45 kW qui, elle, est prévue pour 25 000 euros, bonus compris, et qui aurait attaqué directement de front certains modèles qu'on connaît bien, comme la Zoé, comme l'i208, et qui aurait pu vraiment créer un gros match à ce niveau-là. Voilà, donc 35 000 euros le modèle qui sort là. En fait, il y a plusieurs niveaux de finition. Ça va de 35 à 45 000 euros. Ah oui, c'est quasiment d'accord. le prix d'une Tesla en fonction du niveau de finition. Wow. Mais voilà, ça c'est pour la version 58 kWh. Après, ça reste une voiture vraiment très agréable. Encore une fois, pour ceux que ça pourrait intéresser, dans une grosse année, il y a une version 45 kWh qui, elle, pourrait être nettement plus intéressante. 25 000 euros, oui, c'est plus la même chanson. Il y a 10 000 d'écart. Encore faut-il que le bonus reste à 7 000 euros, ce qui n'est pas le cas. Je crois qu'il va baisser de 1 000 euros l'année prochaine. Hein. Ça reste à déterminer. Ouais, je crois qu'il y a cette rumeur. Dimitri, merci beaucoup. Laissez le test de l'ID3 retrouver sur 01net.com. Effectivement. Parfait. Super. Jérôme, on poursuit ce 01 Drive. Oui, on va passer au vélo maintenant. On va s'intéresser à 2 innovations. Tout d'abord, tout à l'heure, un fabricant hollandais qui tient un peu le haut du pavé en ce moment, sans jeu de mots. C'est VanMoof. Et puis juste avant, une innovation française, logiciel en matière d'intelligence artificielle. Notre premier invité s'appelle Maël Bosson. Bonjour. Bonjour. Bonjour, et vous représentez donc la société e-Bike Labs qu'on va découvrir maintenant. Votre postulat, c'est de rendre intelligent n'importe quel vélo électrique, c'est bien ça? Exactement. En fait, donc e-Bike Labs, c'est une société qui est spécialisée dans le vélo électrique et dans le logiciel des vélos électriques. Vous êtes basé à Grenoble. On est basé à Grenoble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les vélos électriques, il y a un logiciel. Mais pour l'instant, la plupart des vélos électriques ont un logiciel qui est ultra basique. Pour caricaturer, il n'est pas beaucoup plus avancé que celui d'une machine à laver. Et donc nous, en fait, ce dont on s'est rendu compte chez e-Bike Labs, c'est que dans ce logiciel, on pouvait rajouter une intelligence artificielle capable de détecter les vols et immobiliser le vélo, capable de détecter les pannes et d'en faciliter la maintenance, et de remplacer des composants mécaniques ou électroniques par du logiciel. Bon, alors comment de rendre les vélos en Einstein, en fait? Comment vous faites? Comment on les rend intelligents? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme fonction supplémentaire? Et puis surtout, il faut rajouter un boîtier? Comment ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? Donc, comme je disais, c'est que sur tous les vélos électriques, il y a déjà un logiciel. Et simplement, ces logiciels, leur fonction de base, c'est de faire tourner le moteur. Et donc nous, c'est dans ce logiciel-là qu'on a rajouté en fait une analyse des signaux embarqués.
pour pouvoir justement détecter les vols, agir directement sur le moteur pour immobiliser le vélo ou détecter les pannes via l'analyse des signaux et le cas échéant, par exemple, faire une notification à un réparateur de vélo pour qu'il vienne directement remettre le vélo en fonctionnement. Et c'est aussi par l'analyse des signaux qu'on arrive à remplacer certains capteurs qui nécessitent d'être présents sur les vélos haut de gamme et que nous, on va pouvoir remplacer par une analyse du signal. C'est-à-dire que par exemple, pour détecter la pression des pneus, ils servent à quoi les capteurs que vous remplacez habituellement ? Alors le capteur le plus marquant qu'on peut remplacer, qui est celui qui coûte vraiment très cher, c'est le capteur de couple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vélo qui est agréable a un capteur de couple et généralement il coûte toujours plus de 2000 €. Donc en fait la présence d'un capteur de couple, souvent ça fait changer de gamme, type 500 € en prix public. Et donc nous en fait, ce capteur de couple il sert à quoi ? Il sert à mesurer la pression du cycliste pour avancer. Et nous en fait on s'est rendu compte que... C'est ça qui permet de changer de vitesse automatiquement ou... C'est ça qui permet d'adapter l'assistance à ce que fait le cycliste et ce qui fait qu'on a une impression un peu d'être Superman avec où on sent ses forces démultipliées, et ce qui est super agréable et aussi très efficace. Et donc nous, on s'est rendu compte que cette information-là, en fait, on pouvait l'extraire de l'information des courants du moteur, parce que selon comment on agit sur le vélo, ça va amener une variation de ces informations-là qu'on est capable de récupérer en temps réel. Et ce qui fait que on peut rendre un vélo qui aujourd'hui est considéré un peu comme on va dire bas de gamme ou moyen de gamme, qui va avoir un comportement un peu brutal, on peut lui donner les capacités d'un vélo haut de gamme juste par de l'intelligence, par du logiciel. Mais alors, c'est pas pour les particuliers, c'est-à-dire que je ne peux pas moi-même customiser mon vélo électrique. Vous vous adressez à des fabricants de vélos, à des loueurs de vélos, c'est ça ? C'est ça. Donc nous, notre cible, c'est les acteurs qui sont en train de concevoir un nouveau vélo et qui veulent justement bénéficier de ces features de blocage, de capacité de détection de panne ou d'une assistance agréable sans capteur de couple. Et qui vont aller sur des applications où ils vont prendre en compte toute la valeur du vélo sur sa durée de vie. Parce que c'est vrai que les arguments qu'on amène ne sont pas forcément juste en valeur perçue pour vendre un vélo, ce n'est pas forcément énorme. Alors que si on prend le vélo de sa fabrication, on rend le vélo moins cher à fabriquer, mais aussi son coût au kilomètre en termes de maintenance, comme il a moins de pièces, il a moins de panne, et comme il est plus facile à réparer, il est beaucoup moins cher au kilomètre, et comme il est beaucoup plus dur à voler, il va aussi durer beaucoup plus longtemps. Donc si on prend le cas d'un vélo partagé, par exemple, qui peut générer 5 000 € par an par vélo, en étant en location automatisée, c'est sûr que plus il dure et plus il est disponible, plus l'opérateur va pouvoir être rentable. Ouais. Donc vous en êtes où ? Vos clients sont qui aujourd'hui ? Vous avez déjà des clients ou vous êtes encore en phase de démarrage ? Alors on a donc déjà des clients en France et en Allemagne. On a déployé notre logiciel sur un peu plus de 500 vélos pour l'instant et sur, on va dire, une ancienne version qui n'avait pas les innovations et qui permet de remplacer des composants électroniques par du logiciel et ce système de blocage sans pièces mécaniques. Et donc pour des applications, des vélos pour des particuliers, des flottes d'entreprises ou des flottes pour des centres de santé pour remettre en forme certaines personnes. Et donc là, en fait, on lance la nouvelle version de notre logiciel avec ces nouvelles features qui sont issues de notre programme de recherche et développement. Et donc à destination de cette nouvelle cible qui sont tout ce qui est vélo à usage intensif, parce qu'on pense que c'est là qu'on apporte le plus de valeur. C'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance du software et on se rend compte que même dans le vélo, on savait que le vélo électrique était devenu très tech, mais là même dans le vélo, le logiciel va contribuer à faire des vélos encore plus perfectionnés dans le futur. Exactement, c'est ce dont donc moi à la base avant de créer la société, j'avais un doctorat en maths info et en effet il y avait des voisins qui travaillaient sur la voiture autonome et c'est vrai quand j'ai vu ce qu'ils étaient en train de faire en termes de développement d'intelligence des voitures et que je comparais avec le vélo électrique que je m'étais fabriqué, je me suis dit il y a un énorme gap. Ouais. Alors qu'en fait ce qui se passe sur les vélos électriques, donc j'en ai conçu une trentaine, il y en a 15 qui sont fait voler et il y en a 15 qui tombaient en panne tout le temps et je me suis dit mais en fait le logiciel et les mathématiques ça allait pouvoir répondre à ces enjeux de l'usage intensif du vélo électrique et que c'est un vrai potentiel aussi de développement de ce marché-là qui aujourd'hui est très bien développé sur le segment, je dirais, haut de gamme avec des vélos assez chers, sur des vélos bas de gamme pour un usage, on va dire, modéré. Ouais. Et puis il y a tout ce segment de l'usage intensif qui aujourd'hui est encore peu développé parce qu'il y a besoin de solutions comme les nôtres. J'imagine que vous améliorez aussi le bilan carbone de ces vélos, de la fabrication, moins de pièces, plus de durée de vie, etc. Exactement, donc c'est vrai que le gros enjeu du vélo électrique et aussi pourquoi on a créé la société, c'est pour le rendre accessible à tous, parce qu'on sait qu'un automobiliste qui a accès à un vélo électrique à la demande en bas de chez lui, il va utiliser 2 fois moins sa voiture, tout simplement, parce que quand on peut l'utiliser en tant que service, si on n'a pas besoin de gérer la maintenance, le vol, la charge, etc.,
c'est tellement facile et tellement agréable que forcément, il y a un usage qui est démultiplié. Bon, après, et donc- la location de vélos électriques, c'est un autre sujet, mais il y aurait beaucoup à en dire. Sur les disponibilités, l'état Bien des sûr, vélos, bien etc. sûr, l'état des vélos, Il y a d'autres etc. problèmes qui se Bien posent. sûr. Oui, et c'est justement à ces enjeux-là qu'on répond en fait eBike Labs, parce qu'en fait, évidemment, il faut que ces services soient fiables pour qu'ils tiennent leurs promesses. Et donc nous, on est une des briques qui va amener à ça. Mhm. Voilà. Super. Des mathématiques au vélo électrique. Combien d'ingénieurs, de gros cerveaux chez vous? Donc l'équipe, aujourd'hui, on est 17 personnes et à peu près la moitié d'ingénieurs et docteurs. Bravo, super. Très bien, merci Savoir-faire beaucoup. français, merci. Et écoutez, merci. En tout cas, on voit que vous avez commencé très tôt, puisque j'ai cru lire que dès 2011 déjà, vous imaginiez des calculateurs d'autonomie de batterie sur les vélos, c'est ça? Et c'est venu à la base d'un usage personnel, c'est-à-dire que j'avais besoin d'un vélo électrique, mais je n'en trouvais pas sur le marché qui me convenait. Ouais. Donc je m'en suis construit un, puis j'ai des problèmes d'autonomie, donc c'est vrai que j'ai conçu un calculateur d'autonomie. Et puis petit à petit, voilà, le projet a évolué, donc on a créé la société il y a 5 ans. Et dernier point, c'est qu'on est actuellement en campagne de levée de fonds. C'est-à-dire que D'accord. tout le monde peut devenir un actionnaire de la société sur la plateforme WISID, WIS2ED. Et donc voilà, il y a déjà un peu plus de 500 personnes qui se sont montrées intéressées. Et donc on est en train de fédérer une communauté de 1000 actionnaires engagés qui souhaitent, comme nous, promouvoir le vélo et s'engager aussi par l'entrepreneuriat. Ah bah super. eBikes Lab. Merci beaucoup. Merci. On a Merci, retrouvé sur Maël WISID. Merci. Bosson, donc. Et on va poursuivre et terminer ce 01 Drive avec un poids lourd du vélo électrique maintenant, Jérôme. Oui, on peut dire ça comme ça, même si justement les vélos de Van Moof ne sont pas lourds du tout. Et je le sais de quoi paradoxe. je parle. On se met un petit jingle pour notre deuxième invité? Allez, on y va. Et donc, Jérôme, nous allons maintenant découvrir une marque que tu apprécies. Ah pour oui, tout beaucoup. dire. Voilà. Tu as lâché le morceau. Oui, j'ai acheté un vélo Van Moof. Très bien. Et on va découvrir cette marque. Alors, c'est pas parce que tu viens d'acheter Non. un vélo qu'on s'y intéresse, Ça n'a rien parce à que voir. c'est vraiment une marque qui fait le buzz en ce moment depuis ces derniers temps qui sont un petit peu, on va dire, un peu troublés par cette épidémie de Covid. Nous recevons Alpha Claude Giallo qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Van Moof et vous êtes avec nous sur 01 TV. Merci. Vous êtes en direct d'Amsterdam où se trouve le siège de Van Moof, qui est donc une société hollandaise, puisqu'on sait que la Hollande, c'est le pays du vélo. Outre les fromages, la spécialité, c'est le vélo, avec une grande tradition. Van Moof qui vient de faire une levée de fonds, d'ailleurs très importante, je crois. Vous avez levé combien de... Exactement, donc c'est 40 millions d'euros de dollars, qui ont été levés de deux entreprises américaines, donc Felix Capital et Northwest Ventures, et voilà. Alors, Alpha Claude, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous présenter un petit peu cette marque Van Moof qui est assez jeune, et qui a déjà 2 générations de vélos électriques à son actif? Exactement, du coup Van Moof c'est une entreprise néerlandaise qui a été fondée en 2009 par 2 frères néerlandais, Taco et Tis Carlier. Donc l'entreprise, à partir de 2009 jusqu'à 2016, a principalement produit des vélos qui n'étaient pas électriques. Et c'est vraiment à partir de 2016 qu'on a décidé de basculer dans le tout électrique en proposant des vélos connectés, électriques, à l'épreuve des villes. Alors la particularité, c'est on compare parfois le Van Moof S3 à la Tesla du vélo, parce que vous avez essayé de mettre un maximum de technologie à l'intérieur. Il y avait un vrai ADN technologique chez vous, ou vous êtes avant tout des fabricants de vélos? Alors, l'ADN technologique, en fait, si vous voulez, il est vraiment arrivé à partir de 2014, où on a commencé à avoir des vélos qui étaient connectés au téléphone portable. Et c'est vraiment à partir de 2014 qu'il y a vraiment eu cet ADN technologique, comme vous dites, et qu'on a vraiment commencé à travailler sur l'évolution des vélos sur une partie un peu plus high-tech, un peu plus technologique, qui fait qu'avec le temps, on a sorti de plus en plus de vélos qui étaient chargés de technologie. Et aujourd'hui, on a le S3 et le X3, comme vous avez dit, qui sont sortis il y a 6 mois à peu près, qui sont les vélos les plus parfaits que la marque ait produits jusqu'à présent. Comment définirez-vous justement les points forts de vos vélos par rapport à cette concurrence qui est aujourd'hui exacerbée, Il y a beaucoup d'acteurs sur le vélo électrique. Quels sont vos points forts? Comment vous différenciez-vous?
Alors, on se différencie principalement sur la partie sécurité. Aujourd'hui, quand vous achetez un VanMoof, vous achetez la technologie qui va avec, vous achetez le design, et vous achetez aussi une espèce de tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, une grosse partie de notre technologie, elle est concentrée sur la sécurité du vélo. C'est-à-dire qu'avec le Kicklock, avec le système d'antivol, mais aussi avec ce que l'on propose, avec le service Peace of Mind, c'est assurer aux personnes qui achètent chez VanMoof aujourd'hui de pouvoir avoir des vélos qui les protègent contre le vol, qui est un gros frein à l'adoption du vélo dans les grandes villes aujourd'hui. Alors le Kicklock, on va préciser ce que Ouais. c'est. C'est donc un antivol qui s'active, c'est un antivol mécanique qui est intégré au vélo. D'un coup de pied, tu verrouilles ta roue arrière qui ne va se déverrouiller qu'avec ton smartphone ou avec un code, en tapant un code sur le guidon. Je sais tout, hein. Je fais le pitch. Et puis, parlez-nous de ce service Peace of Mind qui, en effet, est totalement original. C'est-à-dire que si je me fais voler mon vélo, vous lancez vos enquêteurs pour essayer de le retrouver, c'est ça ? C'est ça, exactement. Parmi les technologies qui sont du coup concentrées dans les VanMoof, on a un service de géolocalisation. C'est-à-dire que si demain, par exemple, vous vous faites voler votre vélo et que vous avez souscrit à la garantie Peace of Mind, nous avons la possibilité de tracer votre vélo et de pouvoir le retrouver. Alors du coup, ce sera des équipes qui sont spécialement dédiées à ce genre d'opération qui s'appellent les Bike Hunters, qui, une fois que vous avez répertorié votre vélo comme volé, va partir à sa recherche et avec un système de triangulation, va vous permettre de le récupérer. Parce que c'est pas moi qui dois... il n'est pas conseillé d'aller essayer de récupérer son vélo soi-même, suivant l'endroit où il est, pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, et puis il y a des personnes qui peuvent le faire à votre place, donc c'est tout aussi pratique. Et dans l'éventualité où votre vélo est envoyé à l'autre bout du monde du jour au lendemain, où il est retrouvé complètement détruit, la garantie Peace of Mind vous permet d'avoir un remplacement dans les 2 semaines qui suivent le vol de votre vélo, si du coup il n'est pas retrouvé ou complètement détruit. Alors combien ça coûte ? Voilà, donc c'est une option ça, hein ? C'est ça, c'est une option qui coûte 290 € pour 3 ans. Très bien. Et ça veut dire que pendant 3 ans, en fait, je suis tranquille, quoi qu'il arrive à mon vélo, j'ai la garantie soit de le retrouver, soit d'en avoir un neuf, c'est ça ? Exactement. On vous demandera aussi de toujours faire attention de bien activer le système de sécurité en mettant le Kicklock. Mais à part ça, oui, pendant 3 ans, vous avez cette tranquillité d'esprit, le Peace of Mind qui vous permet de pédaler tranquillement pendant 3 ans, au moins. Alors, à l'usage, là, je vais faire le retour d'expérience. Il y a donc une localisation, mais on ne peut pas utiliser... C'est-à-dire que si le vélo n'est pas déclaré volé, je ne peux pas savoir où je l'ai garé, par exemple. Pour quelle raison ? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? C'est-à-dire que la localisation ne s'active que si le vélo est déclaré volé. Mais je ne peux pas m'en servir, par exemple, si je ne sais plus où j'ai mis mon vélo ou si je l'ai prêté à un ami, je veux savoir où il est. Enfin... Jérôme a des gros problèmes de mémoire, en fait, depuis quelques temps. Voilà, ça paraît. Mais où ai-je mis mon vélo ? Où est-ce que j'ai mis mon vélo ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas le localiser moi-même ? Alors, 2 choses. La première, c'est que c'est que vous avez une mise à jour qui est faite à peu près toutes les 1 heure ou 2 heures, si je ne vous dis pas de bêtises, à partir du moment où vous déposez votre vélo quelque part et que vous vous êtes connecté en Wi-Fi ou en 4G. Et à côté de ça, les équipes sont en train actuellement de travailler à vraiment pouvoir avoir la possibilité d'avoir la localisation en temps réel et faire en sorte que vous puissiez avoir une localisation précise de votre vélo au moment où vous vous en éloignez, au moment où il est verrouillé. Ça pourrait arriver par une mise à jour ultérieure ? Complètement. C'est vraiment, l'innovation, elle est vraiment au cœur de VanMoof et on travaille beaucoup sur l'évolution de nos vélos sur la partie software. Et ces évolutions sont par exemple de pouvoir intégrer ce genre de fonctionnalité avec le temps à nos vélos. Alpha Code, juste un mot sur cette période, je le disais, un petit peu troublée que l'on vit avec cette épidémie de Covid. Est-ce que vous avez remarqué une explosion des ventes ? Est-ce que vous arrivez à assumer aujourd'hui les commandes et la demande ? Alors oui, on a remarqué une explosion des ventes et je pense que ce n'est pas uniquement propre à VanMoof, c'est à peu près tout le secteur du vélo qui a connu cette explosion. Pour vous donner un peu de contexte, nous, quand il y a eu quand la crise du Covid a commencé en France, en Europe, enfin un peu partout dans le monde, on a constaté une augmentation des ventes, par exemple, sur le marché français de 92%. Et
Et à côté de ça, et en parallèle, le fait qu'on ait sorti un nouveau vélo, ça nous a permis d'avoir plus de visibilité, donc plus de commandes. On a sorti un produit qui était complètement innovant et comparé à nos compétiteurs. Et à côté de ça, oui, la production, c'est vrai que ces deux facteurs-là ont vraiment impacté l'entreprise dans le sens où il a fallu accueillir de nouveaux clients, il a fallu satisfaire beaucoup de clients. Et c'est pour ça qu'on a eu cette levée de fonds pour justement investir les 40 millions qu'on a reçus dans justement la production, mais aussi le service client derrière pour s'assurer qu'il y ait vraiment une qualité de la découverte jusqu'à jusqu'au service après-vente. Mais oui, cette période nous a beaucoup impacté. Je ne dirais pas positivement parce que c'est quand même une période, comme vous avez dit, assez trouble, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose de positif dedans. Mais en tout cas, ça a permis à pas mal de citadins de découvrir VanMoof, mais aussi de se mettre au vélo. Ce qui est en soi l'ambition et l'ADN de notre entreprise. Très bien, merci beaucoup Alpha Claude. Merci beaucoup, et j'ajouterai François pour l'anecdote que alors c'est amusant parce que quand on reçoit un VanMoof, on doit en partie le monter soi-même, et il y a notamment une séquence de bricolage qui n'est pas évidente, et du coup dans la boîte il y a une espèce de petite récompense, un petit serpentin, et on te dit que si tu as réussi les premières étapes, les principales étapes, fixer la roue avant, etc., c'est là où tu as le droit de souffler dans le serpentin pour être récompensé. Très bien. Comme quoi ils sont drôles aussi finalement les Néerlandais. C'est ça, ouais. Ikea devrait faire ça aussi, mettre des serpentins qui n'ont pas voulu monter les meubles. Ça serait pas mal. Merci beaucoup Alpha Claude. Merci beaucoup Merci à Diallo. Porte-parole de VanMoof. Donc, et bien voilà, ce 01 Drive est terminé. Votre rendez-vous dédié aux mobilités chaque mois. Et on se retrouvera bien sûr, Jérôme, le mois prochain. Écoute, oui, moi j'ai bien aimé ce numéro. On a beaucoup parlé de logiciels, à la fois dans la voiture et dans le vélo. Portez-vous bien, à très vite. À très vite sur 01 TV.